Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence sur le sujet du sens de la vie. Je suis Camille Besson, thérapeute énergéticien, formateur. J'ai fondé Enesis, qui est l'école holistique de médecine énergétique pour les soins intégratifs et spirituels, c'est-à-dire une entreprise qui mélange à la fois les formations et les soins. J'ai choisi ce sujet parce que c'est vraiment un thème universel. Je pense que la plupart d'entre vous vous êtes déjà posé la question du sens de la vie. De temps en temps, je fais peut-être un petit sondage pour voir où vous en êtes, qui est concerné par telle ou telle problématique, telle ou telle thématique. Et puis, en fin de conférence, on aura un moment de questions-réponses. Donc, je prendrai l'autre micro, on pourra faire circuler le micro sans fil. Comme ça, vous pourrez vous exprimer, poser vos questions si vous en avez envie. Alors, la question du sens de la vie, on va l'aborder en plusieurs étapes. Déjà, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est en perte de sens, qu'est-ce qui se passe quand on ne cherche pas le sens de sa vie, quand on ne s'en soucie pas. Quel est l'avantage de se poser ce genre de questions? Est-ce que c'est simplement une prise de tête ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de ressentir des bienfaits, d'avancer dans votre vie? Et puis, je vais vous expliquer bien sûr qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a comme signification derrière cette phrase, et puis comment le trouver, quelles sont les clés, les outils pour pouvoir arriver à avancer sur ces points. Donc, si on n'est pas dans la dynamique de la recherche du sens de sa vie, ou si on n'est pas encore à se poser ce genre de questions, eh bien, en général, quand on commence à arriver sur ces problématiques, c'est que des choses ont commencé à coincer. En général, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. C'est quand ça commence à coincer que c'est plus fluide, on commence à se sentir bloqué, perdu, démotivé, victime, éventuellement, ou en décalage avec les autres, en lutte constante, c'est galère, c'est pas fluide, on devait toujours de faire des efforts, pour travailler dur, pour souffrir, tout ce genre de croyances, ou carrément arriver au burn-out. Souvent, malheureusement, au moins dans le milieu professionnel, c'est quand le burn-out arrive, on commence à se dire, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Donc, votre corps vous dit, bon bah, c'est bon, moi je m'arrête, j'avance plus. Voilà. On se lève le matin et les commandes ne répondent plus. Voilà. Comme il faut monter dans sa voiture, et puis pour rien on est bon, on reste au point mort. Là, on est obligé d'aller chez le garagiste et de voir ce qui ne va pas. Aussi, on a des problèmes au niveau de son épanouissement personnel. On commence à se faner un petit peu comme une plante qui n'est plus arrosée, voire déracinée. On est finalement en berne un petit peu, aussi bien dans les domaines professionnels que dans sa vie personnelle, dans son couple, avec ses amis. On quitte finalement sa dynamique de vie pour aller vers une dynamique de survie. C'est-à-dire, on regarde au jour le jour, on avance, on fait les choses mécaniquement, mais on n'est pas mené par une motivation, par une vision, par quelque chose qui fait que le matin on se lève, on a des ressorts sous les pieds. On a plutôt des plombs sur la tête. Aussi, quand on est dans cette dynamique de recherche de la vie, du sens de la vie, eh bien, on ressent beaucoup de bienfaits, même avant de le trouver. Simplement, quand on se met en recherche, eh bien, ça nous donne, ça crée une dynamique interne qui est très importante. On sort en quelque sorte d'un cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux. Et la quête de sens donne une opportunité de changer pour le meilleur. Quand on arrive dans un état de crise, souvent on se dit « aïe, ça va pas, ça coince, c'est un problème, il faut sortir de la crise ». Sauf que la crise, en fait, on peut la voir comme une opportunité. C'est quelque chose qui est
polarisant. Que ça ne marche plus tel qu'on a fait, tel qu'on était jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Un choix. Soit je vais à droite, soit je vais à gauche. Mais je ne veux pas continuer tout droit parce que je vais dans le mur. Du coup, en regardant une crise comme une opportunité, on voit ça comme un nouveau départ, comme une opportunité de nouveau départ. C'est-à-dire de changer les choses, de se dire je vais fonctionner autrement pour pouvoir avoir un résultat différent. C'est aussi le moyen de retrouver sa place dans le monde, dans la société. Je le disais tout à l'heure, quand on est en perte de sens, quand on n'est plus en quête de sens, eh bien, on se retrouve en décalage, on se retrouve en marge. Et éventuellement, on va chercher un réconfort dans cette marge, en se disant « je suis différent, c'est très bien, et je vais me réfugier au fond de ma petite grotte ou dans un village bien tranquille, et je vais quitter les affres du monde matériel, de la société, des systèmes que je désapprouve, et je vais comme ça pouvoir me réfugier. » Sauf que le problème, on va le voir, c'est que c'est pas vraiment ce que la vie attend de nous. Et que cette solution, elle n'a qu'un temps. Elle n'est pas du tout une dynamique d'expansion. De se replier sur soi, ce n'est pas du tout une dynamique d'expansion. Or, pourquoi je parle de dynamique d'expansion? Parce que l'univers est en perpétuelle expansion. Vous le savez, maintenant que la science partage de manière internationale les découvertes, on est facilement au courant de ce qui se passe, et on a vu que l'univers est en perpétuelle expansion. Donc, en regardant autour de nous, on s'aperçoit que c'est une dynamique qui est permanente. Et que si vous êtes en dynamique de rétractation, eh bien finalement, vous n'êtes plus en phase, en quelque sorte, avec l'univers. Sauf que quand on se sent agressé de l'extérieur, le réflexe, et qui est nécessaire, c'est de se protéger. Et donc, l'idée, ça va être que peut-être il y a moyen de ne pas vivre cette agression. Aussi, on va se sentir utile vis-à-vis des autres. On va retrouver du lien avec les gens. En étant en quête, dans cette dynamique d'expansion, c'est aussi une dynamique de communication. Et on va automatiquement attirer à nous des personnes qui seront dans cette même dynamique. Et qui donc vont pouvoir, par effet de rebond, de motivation mutuelle, eh bien, apporter des idées, apporter du renouveau, un conseil, etc. Nos actes, et ça c'est très important, vont devenir porteurs de sens pour vous et aussi pour les autres. Donc, on n'est pas encore dans « j'ai compris le sens de la vie », on est déjà à se dire « ah, il y a un début, j'entame quelque chose et du coup, les actes que je vais avoir, même pour aller plus loin, les pensées, les paroles et les actes vont être porteurs de sens. Et donc, du coup, vont être nourrissants, ne vont pas être stériles. Et quand c'est stérile, eh bien, ça ne nous nourrit pas. C'est un petit peu comme une sorte de malbouffe de vie. On ingère, on ingère, on ingère. Et puis finalement, on est rassasié, mais on n'est pas nourri, et après on a encore faim. On va du coup apprécier le chemin, notre chemin de vie, notre parcours, notre route, au lieu de le subir, et de se dire, bah, il faut bien faire ci, il faut bien faire ça. On tombe dans des obligations qu'on va subir. On n'est plus le moteur en fait. On n'est plus le moteur. On est traîné, on est tiré. Du coup, vous vous dessaisissez aussi automatiquement dans ce cas-là de votre pouvoir décisionnel, puisque on le remet aux autres. On n'est plus à son rythme, on n'est plus dans sa dynamique. Et dernier point, on va rentrer en dialogue avec la vie. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Je me souviens encore le jour où j'ai commencé à voir cette expérience, ce dialogue, c'est-à-dire une interaction permanente qui me fait réaliser que je ne suis pas dans un milieu hostile, étranger, qui fonctionne d'une manière indépendante de moi,
et que là-dedans j'essaie de me débrouiller pour que le sel ne tombe pas sur la tête, mais je vais vraiment rentrer en communication. Et la vie, c'est quand même pas rien. La vie, l'univers, c'est au-delà de notre imagination. On n'a pas fait le tour de notre propre planète, de haut en bas, et on n'est pas allé encore regarder ce qui se passe au fond des abysses. On a encore beaucoup de surprises. La Lune, on en reparle. Mars, c'est déjà du rêve. Le bout de nos systèmes solaires, c'est déjà loin de notre portée actuelle. Ne parlons pas de notre galaxie, et des galaxies, il y en a des milliards. Donc, rentrer en dialogue avec la vie, ça veut dire rentrer en interaction avec une puissance phénoménale. Et cette puissance phénoménale, il va falloir la comprendre. Et c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, avant d'aborder le pourquoi, on va aborder le quoi, c'est-à-dire quel est le sens de la vie. On va rentrer directement et on va rentrer directement dans le sujet. Je crois que vous êtes d'accord, on veut des choses concrètes, on ne va pas parler pendant une demi-heure. Voilà une proposition que j'ai écrite sur le sens de la vie. Alors déjà, premièrement, le sens de la vie, on a deux éléments. On a le sens qui peut se comprendre sous trois aspects. L'aspect de la signification, l'aspect de la fonction et l'aspect de la direction. Le sens, dans quel sens je vais, ou dans quel sens la vie va. La signification de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à quoi ça sert? Et à quoi je sers? Vous voyez, dans le sens, on a cette triple acception. Donc ça fait déjà trois questions dans une. Ensuite, la vie, en quelque sorte, est une expérience en mouvement. Parce que quand il n'y a plus de mouvement, ben c'est mort. D'ailleurs, quand une personne est morte, comment est-ce qu'on le voit? C'est parce qu'il n'y a plus de fonctions vitales qui permettent de mouvement cardiaque, respiratoire, etc. Tous les moniteurs sont plats, donc il n'y a plus de mouvement. La personne n'est plus en mouvement elle-même, sur le plan physique aussi. Donc on dit elle est morte. Mais finalement, ça revient à ça, c'est l'absence de mouvement finalement, l'absence de signaux. Donc la vie, c'est le mouvement. Et une expérience, parce que c'est quelque chose que justement, il y a le vécu aussi dans la vie. C'est pas juste je suis vivant par opposition à je suis mort. C'est je suis vivant, j'ai un vécu, je vis des choses. Et la question ce sera, qu'est-ce que j'en fais de ce vécu? Qu'est-ce que j'en fais? La vie sur Terre, c'est apprendre et évoluer par l'expérimentation jusque dans les frictions de la matière afin de nous réaliser et de trouver notre juste place dans le monde. Voilà ma proposition synthétique, bien évidemment, sinon la phrase aurait fait tout le tableau. En plus, je n'ai pas introduit de notions transcendantales, spirituelles, religieuses, mais bien sûr, selon la conviction de chacun, libre à vous d'aller plus loin, considérer que nous sommes une émanation du divin, considérer qu'on va revenir à la source, voilà, quelles que soient vos croyances, que ce soit Dieu, Allah, l'univers, la vie, ou quoi que ce soit, le principal c'est que ce soit pour vous quelque chose, un vecteur de sens, un vecteur de croissance et d'évolution. Ce que je vous propose de faire, c'est de décortiquer cette phrase, justement. J'ai voulu m'appuyer sur cette phrase pour vous expliquer le sens de la vie et voir si c'est quelque chose qui résonne en vous aussi, bien sûr. C'est apprendre à évoluer par l'expérimentation. Apprendre et évoluer. La vie est très pédagogique. La vie est très pédagogique. La pédagogie, c'est aussi, s'il y en a parmi vous qui sont dans l'enseignement, il y en a parmi vous qui sont dans l'enseignement, levez la main.
son professeur ou... Ah, il y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu quand même. En tout cas, on a tous été élèves. La base de la pédagogie, c'est la répétition. Vous le savez. Eh bien, la vie répète. Et parfois, ça nous fait tomber dans ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Et les schémas répétitifs, bien souvent, c'est parce qu'on a quelque chose d'incompris, quelque chose qu'on n'a pas compris, et on a besoin de se faire répéter encore et encore, ou quelque chose que l'on émane en nous, qui va créer cette répétition, jusqu'à temps qu'on émane quelque chose de différent, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, l'expérience va changer. Parce que l'univers, bien qu'il soit en grande partie invisible, hein, pour s'appuyer à nouveau sur la science, vous savez que 95% de l'univers est invisible. Matière noire, énergie noire, et la matière ne représente que 5%. Ça, c'est un ratio officiel. Donc, ça veut dire que la majorité des choses, l'écrasante majorité des choses, des phénomènes se passent dans l'invisible. On pourrait dire dans les coulisses de la vie. Un petit peu comme une scène d'opéra. Vous savez, vous avez la scène avec tout ce qui se passe, et puis les coulisses avec toute cette machinerie qui fait descendre les décors, etc. Et les scènes de théâtre, les scènes d'opéra plutôt, sont toutes petites par rapport à ce qui se passe derrière dans les coulisses. C'est exactement la même chose. La vie, c'est un petit peu comme on est sur scène, et pour que ce qui se passe sur scène puisse se passer, eh bien, il y a besoin d'avoir toute une machinerie, un staff derrière, des gens qui encadrent, des décorateurs, tout ça, pour que ça puisse fonctionner. Voilà. C'est exactement la même chose, toute une logistique aussi. Et ce qui permet cette expérience extraordinaire qu'est la vie. Et donc, la vie, ce n'est pas un jeu de hasard. L'univers est structuré. C'est pas le bazar. Parce que si c'était le bazar, on ne serait même pas là. Par entropie, de phénomène en phénomène, physique, chimique, eh bien, tout se serait cassé la figure. Donc, on est là parce qu'il y a une certaine cohérence. Et on souffre quand on sort de cette cohérence. C'est un petit peu comme s'il y avait un bug dans l'équation de la vie, de l'équation universelle, et qui fait que le programme ne tourne pas bien. Et comme nous sommes naturels, nous sommes issus de l'univers. Des astrophysiciens, je crois que c'est Hubert Reeves, disait que nous sommes des poussières d'étoiles. C'est une belle image. Eh bien, quand nous sommes en décalage avec l'univers, avec nous-mêmes, ça va pas, on ne se sent pas bien et on est un peu comme un train qui déraille. Et donc, cela, de comprendre le sens de la vie, eh bien, ça nous donne une sécurité, un sentiment de sécurité. Et ça, c'est un ancrage très important pour pouvoir avancer. Si on ne se sent pas en sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faillir, on va commencer à se protéger, à être sur la défensive, on va perdre nos moyens. On va commencer à avoir peur. Et là, on va émaner ça et on va amener à nous des expériences qui vont correspondre à ça. Et ceux qui s'intéressent à la loi d'attraction, vous voyez ce que je veux dire, par aimanter à nous ce que l'on vibre. Même si, attention, je ne suis pas du tout partisan de dire que ce que l'on expérimente, c'est à 100% notre responsabilité. C'est en partie, c'est une nuance de taille. Mais cette partie nous laisse quand même une marge d'action assez intéressante. Ensuite, évoluer, après apprendre, ça c'est très important, parce que dans la vie, il n'y a que des dynamiques. Vous vous rappelez, la vie c'est le mouvement. L'énergie, les énergies qui traversent l'univers sont en mouvement, permettent de faire en sorte que les choses soient en ordre, donnent de la cohésion, donnent de la vie, permettent de croître. Et soit du coup on est dans une dynamique d'évolution, soit on est dans une dynamique d'involution. Mais on est toujours dans une dynamique. Et l'idée, c'est d'être dans une dynamique, évidemment, d'évolution, tant qu'à faire.
Donc apprendre et évoluer aussi bien dans notre conscience que sur tous les autres plans de notre existence, dans tous les domaines de vie. La progression, c'est quelque chose que l'on fait naturellement depuis enfant. Puis bébé, vous savez, on commence à essayer de se mettre à quatre pattes, et puis après on est content parce qu'on arrive à se mettre sur deux pattes, et puis après on commence à parler, etc. C'est une évolution. Une fois qu'on est adulte, c'est vrai que souvent on est focalisé sur, ça y est, vous savez, au travail on commence à être appelé senior. Voilà, on est plus junior, on est senior, et puis après on a la carte vermeille, et puis après on a l'impression que ça y est, c'est le début de la fin. Alors que on peut, même si bien entendu les facultés physiques ne sont pas forcément au zénith jusqu'à l'âge de 110 ans, mais on peut toujours continuer de progresser en sagesse, de progresser en conscience. Et ce sont des choses qui nous nourrissent. Si on mise tout sur notre apparence physique, par exemple, ou sur notre carrière, qu'on s'identifie par rapport à notre carrière, on va avoir un problème. Ça va se casser au bout d'un moment. On ne va pas pouvoir tenir. L'expérimentation, c'est la base de la vie aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien joli la théorie, c'est bien joli de savoir, mais faire c'est quand même mieux. Et expérimenter, ça nous permet de voir, eh bien, est-ce que telle chose fonctionne, est-ce que telle chose ne fonctionne pas. Et l'expérimentation, et écoutez bien parce que c'est très important, elle se fait majoritairement par quoi à votre avis? En fait, l'action? D'autres propositions? Alors, non. De quoi est-ce qu'on a peur en général quand on fait les choses? L'échec. Eh bien oui. En fait, l'expérimentation se fait beaucoup par l'échec, par l'erreur. L'erreur est indispensable et elle fait partie du processus. Et une fois, en réfléchissant à ça, je me suis même dit, en ayant moi-même fait une erreur, je me suis dit, mais en fait, l'erreur est même salvatrice. Parce qu'elle nous permet de nous rendre compte, de prendre conscience réellement de la chose. Et aussi de développer de l'empathie par rapport aux autres. Une personne, je pose souvent la question à mes patients, je leur dis, écoutez, quand ils sont un petit peu dans le désespoir, je leur dis, comment est-ce que vous imaginez un sage? Vous savez, une personne d'un certain âge, avec toute sa sagesse, comme un Dalai Lama, un Yoda. Est-ce que vous l'imaginez comme une personne, pour arriver là, qui n'a jamais fait de faute, qui n'a jamais fait d'erreur, qui ne s'est jamais découragé, qui ne s'est jamais trompé, qui n'a jamais chuté, qui finalement a réussi à louvoyer, à éviter les difficultés? Ah, une difficulté, je m'éloigne, ah, je prends pas parti, ah, je suis pas là, et puis finalement j'arrive à passer entre les gouttes. Ou est-ce que vous imaginez quelqu'un qui a chuté mais qui s'est relevé? Quelqu'un qui a, pour ne pas se décourager, qui est allé chercher à l'intérieur, dans ses ressources, qu'il ne pensait ne plus avoir. Une personne qui a fait des erreurs, une personne qui se repentit, une personne qui a essayé de réussir à transcender ses erreurs, ses limitations, et qui finalement va pouvoir développer une compréhension et une empathie vis-à-vis des gens qui, eux aussi, à un moment donné, auront mal joué, se seront trompés ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt la deuxième proposition dans laquelle on peut imaginer un sage. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, vous pouvez être ce sage, cette sage. Et même, vous l'êtes, vous êtes en train de le devenir. Chacun, chacune à votre rythme. Ça prendra le temps que ça prendra, mais à la fin, vous allez y arriver. Et le parcours pour y arriver, ça aura été le vôtre, votre histoire. Et votre histoire, elle n'a pas à être immaculée sans aucune tâche. Le plus important, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur. Le plus important, c'est d'être dans sa vérité intérieure, d'être honnête avec soi-même, et de se dire,
j'ai eu un problème, c'est pas grave. Vous savez, cette phrase « qui n'a jamais péché, me jette la première pierre ». Voilà. C'est exactement la même chose. Donc, quand on se juge, on s'abîme. On s'abîme. Et on s'abîme encore. La majorité des problématiques, quand les personnes développent des maladies, du mal-être, c'est l'auto-flagellation. Inconsciente, bien sûr. C'est ça la majorité des problèmes. Et après, dans la minorité, on a bien sûr les pollutions, les agressions qui viennent de l'extérieur. Mais ce n'est pas la majorité. Et encore, on peut même considérer que si vous êtes agressé à l'extérieur, c'est que quelque part vos défenses intérieures auront baissé. Et que plus on est en auto-mutilation, plus en fait on se sabote, voilà, on ouvre les portes, votre château fort c'est un champ de ruines. Là, il faut évidemment le moindre coup de canon en face, ça ne va même pas casser la muraille, il n'y en a plus. Voilà, ça va rentrer comme dans du beurre. Et vous allez vous faire laminer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très important d'être dans cette posture. Et ce dont je vous parle là, ce sont les frictions de la matière, justement. On n'est pas dans un monde de bisounours. Non, je ne vous vendrai pas du rêve. Je ne vais pas vous vendre du cauchemar, rassurez-vous. Hein, on ne va pas être manichéen, mais la réalité, c'est que oui, la vie est remplie de défis. Et bien souvent, on a l'impression que ces défis, c'est mission impossible. Et j'aime bien cette phrase, justement dans le deuxième Mission Impossible, avec l'excellent Anthony Hopkins et Tom Cruise. Anthony Hopkins qui joue le rôle du chef de Tom Cruise, qui lui décrit sa mission avec son équipe, qui dit voilà, vous allez devoir faire ça, ceci, cela, vous faire passer pour un tel, arriver dans à passer les défenses du camp ennemi, etc. Et Tom Cruise commence à pâlir, et au bout d'un moment il lui dit mais c'est impossible. Et là, Anthony Hopkins lui répond mais Monsieur Hunt, ce n'est pas une mission difficile, c'est une mission impossible. Voilà. Et on y arrive à la fin. Eh bien, rappelez-vous ça, quand vous aurez des difficultés dans votre vie, ne vous dites pas c'est parce que je suis minable. Dites-vous c'est parce que l'objectif est grand. L'épreuve est difficile. C'est un défi. Au lieu de dire c'est moi qui suis petit, c'est le défi qui est grand. Donc, pour dépasser le défi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se dépasser. Pour dépasser le défi, il faut se dépasser. Si vous ne vous dépassez pas, si vous n'allez pas au-delà de ce que vous pensez être au-delà de vos limites, eh bien, ce sera difficile d'arriver à transcender, c'est-à-dire, effectivement, transcender, c'est dépasser la difficulté. Et vous allez arriver à dépasser votre zone de confort, la fameuse zone de confort dont tout le monde parle, et après, on va y arriver. Mais ça demande vraiment de se retrousser les manches et d'y aller de tout son cœur, et puis éventuellement de se révéler, bien sûr. Voilà. Mais après, on est plus fort, on est fier, on se dit ah, purée, je l'ai fait, quoi. Waouh, je pensais pas que j'en étais capable. Voilà, on est galvaudé. Mais avant, eh ben c'est la soupe à la grimace. Voilà, et c'est normal. C'est normal. Et le but, bah, c'est pas juste de se dire bah, super, moi j'ai relevé 15 défis, moi j'en ai relevé 17, voilà, c'est l'idée. L'idée c'est, au travers de cela, de se réaliser. Et on verra juste après que les défis ne sont pas non plus obligatoirement souffrants. Le but, c'est de se réaliser, de trouver notre place dans le monde et de ne plus chercher à fuir, à se fuir ou à fuir le monde, à reconnaître ce qui est. Oui, il y a des choses merveilleuses, oui, il y a des choses horribles, et oui, je vais participer à ce que j'ai envie de participer, à ce dont j'ai envie de participer, peut-être des choses merveilleuses, pour faire pencher la balance. On est tous dans le même bateau, donc juste voir de quel côté on a envie de le faire pencher. Mais s'il ne penche pas du bon, bah, tout le monde va basculer du mauvais côté. Voilà. Donc,
quand on ajoute à ça la conscience que on n'est pas seul, que on travaille justement avec la vie, deux, pour les personnes qui sont dans une dynamique d'évolution spirituelle, qui sont sensibles aux présences qui nous entourent, à cet aspect plus subtil, sensible, ésotérique, peuvent dire voilà, mes guides sont avec moi, etc. Ça, c'est pas la moindre des choses non plus. Mais même sans aller dans ces notions, eh bien, on peut arriver par les moyens que je vais vous évoquer dans une minute, petit à petit à monter de cran la dynamique, marche après marche. L'étape suivante, c'est toujours l'étape suivante. C'est pas 3 étapes après. On met un cap et on avance. Il ne faut pas regarder, je ne suis pas encore là-bas. Vous voyez, comme le gâteau qui n'est pas encore cuit, vous le mettez sur 3 quarts d'heure de cuisson, vous ouvrez le four au bout d'un quart d'heure, vous dites que le gâteau il n'est pas cuit, il est raté. Non, il n'est pas raté, il est en train de cuire. Là, c'est la même chose. Quand ça ne marche pas encore, ça ne veut pas dire que ça a raté. Ça veut dire que peut-être une modification à apporter et de l'avancer petit à petit. Alors, quels sont les moyens pour arriver à maintenir le cap? Eh bien, déjà, écouter son intuition. Écouter son intuition, on en a tous. On est construit comme ça. On a tous de l'intuition. La différence, c'est est-ce que j'écoute, est-ce que j'écoute pas. Ma boussole intérieure, en quelque sorte. Vous savez, mon petit doigt m'a dit, n'y va pas. Et puis j'y suis allé quand même, et ça s'est mal passé. Et du coup, je m'en veux, et voilà, un peu à droite, un peu à gauche, de flagellation. Pourquoi on ne se dirait pas, waouh, en fait, quelque chose m'a dit, une intuition, un ressenti, que ça n'allait pas le faire. Et ça ne l'a pas fait. Donc, merci de ce renseignement, ça me permet de voir que c'était juste. Et la prochaine fois, eh ben, je le saurai. Et la prochaine fois, ce sera peut-être 10 fois plus important. Que là, c'était un petit problème, et que là, je me dis, bah, la prochaine fois, je saurai, parce qu'il faut quand même des choses marquantes pour qu'on avance. Vous savez, on est tous un petit peu paresseux quand même, hein, un petit peu. Et parfois, on met beaucoup d'efforts là où il ne faudrait pas. Donc, on est très, finalement, dans les contrastes, dans les contradictions. D'un côté, on a un petit peu un poil dans la main, et puis de l'autre côté, on y va, on souffre, on galère, parfois dans des directions qui ne donnent rien, parce que on est dans une impasse, on a complètement derrière à côté de la voie, et puis on ne comprend pas pourquoi ça ne roule pas de manière fluide. Donc, écouter son intuition, sa boussole intérieure, c'est très important. Et quand la boussole est cassée, il faut la réparer. Ça, c'est sûr. Donc, par exemple, avec les soins, différents soins, les thérapies complémentaires, parce qu'en général, pourquoi je parle de thérapie complémentaire? Parce que la médecine générale s'occupe plutôt du biologique, et elle est indispensable à ce niveau-là, parce que moi, si je commence à donner des conseils sur le corps humain, je ne serai pas forcément très compétent. Je ne voudrais pas forcément qu'un médecin commence à dire aux gens qui viennent me voir, tiens, vos énergies ne sont pas en place. C'est pas son rôle, chacun chez soi. Par contre, au niveau énergétique, ça, c'est très important aussi de faire attention à ça, de bien vous faire suivre aussi de temps en temps, plus en entretien et en prévention quand il y a un problème qui est déjà avéré. Aussi, écouter les signes de la vie. Donc, c'est une écoute extérieure. L'intuition, c'est une écoute intérieure. Écouter les signes de la vie, c'est des signes extérieurs. Faites l'expérience. Même si vous n'y croyez pas, ça viendra. Faites le test pour voir. Après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Et de se dire, tiens, oui, effectivement, en allant au travail, je vois une affiche, c'est marqué danger. Ou, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, il y a tous les feux rouges. Ou mon GPS m'indique un chemin que je ne prends pas d'habitude. Je suis habitué à ce chemin-là. Le temps annoncé est le même. Ouais, je prends le chemin d'habitude. Tant pis, je n'écoute pas mon GPS. Et puis, accident. Et je me dis, ah oui, c'est bizarre. D'habitude, il me met toujours ce chemin-là. Et là, il m'a fait tourner ailleurs.
C'est ça le genre de signe de la vie. C'est pas un ange qui va débarquer devant votre pare-brise avec de la fumée, un tas d'effets spéciaux pour vous dire Joséphine, tourne à droite. Ça va être des signes très concrets. Ils sont pas perchés, hein. Ils sont hyper pragmatiques. Hein. La présence qui sont autour de vous, faut pas croire. L'univers, c'est pas une espèce de truc fumeux avec voilà, des petites choses mignonnes à droite à gauche. C'est vraiment, ils sont dans le concret. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la matière physique que ça devient tout de suite du grand n'importe quoi. Donc les signes sont hyper précis, hyper concrets. Et croyez-moi, plus on les écoute, plus ils abondent, plus ça fonctionne, plus c'est fluide. Et plus justement vous rentrez dans ce fameux dialogue. Vous n'êtes pas tout seul à subir l'impression que c'est le hasard. Ça fait sens. Observer le fonctionnement de la vie aussi, c'est très important. C'est-à-dire se demander, mais si les choses sont si cohérentes, c'est dû à quoi en fait? Comment ça se fait que la vie fonctionne bien, comme ça? Vous savez, la science, les plus belles découvertes qu'on fait, c'est souvent en s'inspirant de la nature. Et pas en cherchant soi-même à se dire, pour avoir la fierté de se dire c'est moi qui l'ai fait. C'est en observant autour de nous, et c'est valable pour tout un chacun. Restez dans le moment présent, ne pas s'éparpiller, c'est très important, sinon vous vous diluez. Soyez comme un rayon laser, vous savez, la lumière cohérente. On est focus sur un point, au lieu de se diluer, où il faut 100 watts pour éclairer une pièce, alors qu'avec un laser d'un milliwatt, on a la même intensité, même beaucoup plus, sur 1 millimètre. Soyez comme un rayon laser. Ne vous dissipez pas, ne vous écartelez pas entre le passé et l'avenir. Ressassez le passé et vous inquiétez de l'avenir. Et pendant ce temps-là, le présent, eh bien, il devient le passé. Et vous l'avez passé. Et vous subissez l'avenir. Vous voyez le truc? Ça va très vite. Mais par contre, tout en restant dans le moment présent, projeter sa vision, faire des projets, c'est très important. Sans idée arrêtée, en restant souple, en disant si ça doit changer, c'est cool. Ça va le faire aussi, c'est pas grave. Mais au moins, je navigue pas à vue. Voilà, je pointe mon cap là, dans 6 mois, dans 5 ans, j'arrive à, voilà. Si les choses fonctionnent bien, voilà ce que je vois. Mais en même temps, je reste pour le reste dans la journée, là, maintenant. Observer une bonne hygiène physique, psychique, spirituelle, c'est la base. C'est, vous savez, la nourriture, vous l'avez là à ce salon, beaucoup de propositions pour manger sain. C'est très important de s'occuper déjà de son corps, parce que, vous savez, quand on n'est pas bien, vous savez, quand on a une indigestion, une gastro, quoi que ce soit, on a une barre là sur la tête et on n'a pas les idées claires. Beaucoup moins que si la sphère digestive fonctionne bien. Eh bien, quand on a une nourriture saine, on est bien dans son corps, on est donc bien dans son esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Et la malbouffe va nous faire vibrer beaucoup plus bas et va du coup rabaisser vos objectifs, vos idées, et peu à peu, tout ce qui est développement personnel, évolution spirituelle, ça va passer complètement dessus de la tête. Et finalement, oui, j'arrive à un moment important dans ma vie, il va falloir faire un choix. J'arrive à un carrefour de vie, carrefour de vie, vous n'avez rien à faire. Vous, ce qui vous compte, du coup, c'est le carrefour du coin. Hein, vous pourrez prendre votre pot de Nutella, parce que j'en veux encore. Je me sens bien, j'ai ma dose. Et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Donc, l'hygiène est très importante. Et c'est pareil au niveau psychique, c'est pareil au niveau spirituel, au niveau énergétique. Voilà. Donc, sans être extrémiste, d'un seul coup, avoir une crise de panique, si vous mangez, que vous apercevez que votre pot de yaourt n'est pas bio, mais en étant dans une moyenne plutôt haute. Et ensuite, revenir à son axe directeur, ça c'est très important. C'est-à-dire être dans ce qui est le plus juste, dans sa vérité intérieure. On parle aussi d'être aligné, vous savez, c'est-à-dire en fait que tout le monde à l'intérieur soit d'accord. Qu'il n'y ait pas votre corps qui dise une chose, votre esprit qui en dit une autre, votre cœur qui en dit encore une autre.
là vous allez être complètement disloqué et vous allez amener un signal incohérent face à la vie, vous allez recevoir forcément des signaux incohérents, comme un émetteur radio qui est cassé. Donc, soyez cohérents. Et une chose très importante par rapport à ça, aussi que j'ai expérimenté mille et une fois, il vaut mieux faire de mauvais choix pour les bonnes raisons que des bons choix pour les mauvaises raisons. Donc, n'ayez pas peur de l'erreur, d'un mauvais choix. Cherchez plutôt à être sincère dans vos motivations. Et si vous vous trompez, croyez-moi, la vie ne va pas vous taper sur le nez. Par contre, si vous vous sentez coupable et que vous auto-mutilez, vous allez créer des expériences négatives. Vous voyez la différence? Et souvent, on chute parce qu'on se blâme et bam, on se met la tête sous l'eau. Et comme le libre arbitre, c'est sacré, eh bien, rien ni personne ne pourra y toucher. Vous voulez vous blâmer, vous voulez blâmer les autres, personne n'est plus en empêché. Vous avez remarqué certainement, si vous avez des amis qui ne sont pas bien, qui sont persuadés, qui sont dans une logique, on a l'impression qu'ils ont envie d'être dans cette logique, même si ça les fait souffrir. Ils ont envie d'en sortir, ils n'ont pas envie de changer. Et c'est là que la souffrance intervient. C'est une aide. La vie, c'est un jeu de colamaillard. On est un peu dans la dualité, un peu sous les eaux. Dans le monde matériel, on est un peu aveugle, on a les oreilles bouchées, et puis on a la vie qui nous dit « Ah, tu refroidis, ah, tu réchauffes ». Alors, quand on se réchauffe, quand on se rapproche de son axe de vie, eh bien, ça devient plus fluide. On a l'impression qu'on a de la chance, qu'on a de la veine, que tout s'ouvre. Et puis au contraire, quand on commence à aller dans la mauvaise direction, eh bien, c'est là que c'est moins fluide. On a l'impression d'être plus tout seul, qu'il faut ramer, qu'il faut commencer à galérer pour obtenir la moindre des choses. Ce n'est pas que vous êtes abandonné, au contraire. Vous abandonner, ce serait peut-être plutôt à la limite vous trahir, continuer à vous encourager. Allez, vas-y, continue, tu vas bien te planter. Là, c'est dissuasif. Prenez ça comme une dissuasion, comme attention, tu commences à refroidir, il faut peut-être aller regarder ailleurs pour vous éviter de vous planter davantage, justement. Et là-dedans, il n'y a aucun jugement. Il y a juste de l'aide. Attention, tu sors de ton axe. Ok, je me recentre, voilà. Je me recentre en moi et je me recentre par rapport à la vie. Et puis, l'axe directeur, dans l'axe directeur, il y a aussi une autre notion qui est la notion de mission de vie, mission d'âme. Il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu cette idée-là. On a tous et toutes une mission d'âme, c'est-à-dire la pièce que vous êtes dans la fresque de la vie, qui fait que vous êtes unique, que vous n'êtes pas remplaçable. Si vous êtes venu à la vie, si vous êtes né, du verbe naître, si vous êtes né, c'est que vous êtes cautionné, que vous êtes voulu, que vous êtes désiré par la vie. Peu importe que vos parents vous disent on t'a pas désiré, c'est pas eux les patrons, c'est pas eux qui décident. Les parents, ils accueillent la vie. Et c'est facile à voir quand on voit le nombre de... Vous savez, la cohérence entre je veux un enfant et j'en ai, quand on voit le nombre de personnes qu'on veut et qu'on n'en pas, ceux qu'on voudrait pas, qu'on a, et sans compter les accidents malheureux qui font qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, on se rend bien compte que quand on regarde les statistiques, on se dit mais en fait c'est plutôt on demande et puis la vie dispose. Ça nous met face à l'humilité. Alors on a les filles, on a un tas de processus, le PMA, des choses qui sont compliquées, mais finalement, si on écoute les indices, on peut se dire il y a peut-être des choses à corriger, ou tout simplement, c'est peut-être pas pour moi ce coup-ci, parce que j'ai peut-être d'autres choses à accomplir. Et je connais beaucoup de personnes qui disent oh là là, je serais tellement heureux avec un enfant, puis une fois qu'ils en ont, c'est la galère. Ils n'avaient pas prévu, parce que ils pensaient que, mais ils ne savaient pas, parce qu'ils n'étaient pas encore. Vous voyez? Donc, même si ça ne répond pas à tous les cas de figure, vous voyez, en étant dans cette logique,
en partant du principe que la vie ne veut pas vous mettre la tête sous l'eau, et au contraire, vous aider, eh bien, en choisissant cette manière de penser, cette posture, vous allez avoir une autre expérience, une autre façon de voir. Et du coup, c'est comme si c'était une personne différente en vous qui pensait, et vous allez amener des choses différentes. Et tout l'engrenage va être complètement différent. Et ce changement, il vous appartient de le faire, et si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. C'est ça, le libre arbitre. Et donc, c'est vraiment très très important de garder ces notions en tête. Pour parler de moi et d'autres collègues, les soins énergétiques sont des aides très importantes quand elles sont bien menées pour vous permettre justement de vous réparer, de vous restaurer quand la boussole est cassée, quand vous êtes abîmé par des pollutions, par des agressions extérieures. Même si vous faites tout ce qu'il faut, ça ne marchera pas parce que vous êtes plombé par des problématiques qui ne sont pas, on va dire, de votre fait direct, que vous ne pouvez pas arranger par un changement de posture. Donc à un moment donné, il faut, quand la voiture est cassée, il faut la réparer, même si le conducteur est excellent. Donc c'est là que les soins énergétiques interviennent, entre autres. Et dans cet axe de thérapie, pour les problématiques ciblées individuelles, eh bien, je propose justement, au cas par cas, de regarder qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça n'a pas été, quelles sont les causes, les origines, quelles sont les conséquences, où est votre axe de vie, éventuellement arriver à déterminer avec vous votre mission d'âme, si vous êtes prêt à l'entendre, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à tout le monde, c'est pas un jeu de cartes d'oracle. Des formations aussi, c'est-à-dire le moyen de vous apporter la connaissance du monde subtil, de pratiquer sur vous des soins en magnétisme, en sonothérapie, lithothérapie, radiesthésie, pour pouvoir vous entretenir vous-même, être autonome, et puis vous apprendre aussi les fondations de l'évolution spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, comment je peux avancer sur ma vie, m'élever, en quelque sorte, le mode d'emploi. Tout ça, évidemment, hors religion. Là, j'accueille des personnes qui sont de toute confession, il n'y a aucun problème. Et puis, des webinaires aussi, mensuels, tous les mois, inscription sur Eventbrite, des webinaires gratuits qui vous permettent d'aborder des thématiques spécifiques, mois par mois. Voilà, nous allons conclure cette conférence pour laisser la place à la personne suivante. Nous avons encore quelques minutes si vous avez des questions. Il y aurait évidemment 1000 choses à dire. J'ai fait accord défendant une sélection, puisque ça aurait été plus confortable d'avoir 3 ou 4 heures. Mais bon, c'est sûr que voilà, il faut laisser la place aux autres, que le sujet est immense. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de la qualité de votre écoute. Et je vous invite, pour permettre aux personnes suivantes de s'installer, eh bien, de venir nous rejoindre à l'extérieur. Comme ça, on pourra discuter si vous avez des questions à poser, plus personnelles.